Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a beaucoup de lectures dont il faut que je vous parle, donc je ne vais pas perdre davantage de temps et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de ce roman Octobre de Søren Sveistrup aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qui était dans ma palle depuis quelques mois, peut-être plus d'un an maintenant. C'est Sophie du Café et des Livres qui l'avait fait rentrer en me le recommandant lors d'une de nos virées chez Book Off. Donc voilà, donc je l'avais acheté et j'attendais le bon moment, à savoir un mois d'octobre. Donc le mois dernier, je me suis dit, allez, ce mois-ci, cette année, je le sors de là, je le lis. Et plus exactement, je l'écoute parce que en fait, je l'ai écouté en lecture audio. Je me suis mise à la lecture audio il y a un peu plus d'un an maintenant. Et voilà, j'ai beaucoup de routes, en fait, je suis en transport en commun et donc pour aller au travail, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'utiliser la lecture audio parce que entre les moments où je suis à pied, les moments où je suis dans le métro, les changements de correspondance et compagnie, c'est plus pratique pour moi d'utiliser la lecture audio et ça me permet de pouvoir lire 2 à 3 livres supplémentaires par mois selon la grosseur du bouquin et j'apprécie notamment l'utiliser pour pouvoir dégommer quelques pavés et faire sortir des pavés de ma palle. Ce que j'ai fait ce mois-ci avec ce roman-ci, puisqu'il fait quand même plus de 700 pages, je me suis dit que la lecture audio était une bonne idée. Je précise que ça a été une lecture audio parce que je pense que ça a joué et contribué au retour que je vous en fais. Alors c'est un roman pour lequel les retours sont très mitigés, très différents. Il y a des retours qui l'encensent et de personnes qui ont adoré. Moi je fais partie des personnes qui ont beaucoup aimé ce thriller-là. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas du tout adhéré, voire même qui l'ont abandonné. Je ne sais pas si c'est réellement lié au roman et à l'histoire ou si en gros, je ne sais pas si le fait de l'avoir écouté, de l'avoir lu en lecture audio, a modifié la façon dont je l'ai perçu. Mais moi, la lecture audio, elle a eu un côté ultra immersif qui m'a vraiment beaucoup plu. Parce que j'ai lu des retours qui disaient que le rythme était lent, que par moments, voilà, c'était long, etc. Sauf que moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Au contraire, j'ai trouvé que ça ne s'arrêtait jamais, que le rythme était vraiment haletant. Mais est-ce que c'est lié au fait que c'était une lecture audio ou est-ce que juste j'ai cet avis-là sur le roman et que d'autres ont trouvé ça lent alors que moi j'ai trouvé ça prenant, je ne sais pas. Bon, bref. Pour l'histoire de ce roman, alors c'est un thriller qui recoupe 2 affaires. On se retrouve avec le corps d'une femme amputée d'une main et sur la scène de crime, une signature, un petit bonhomme fait avec des marrons et puis des allumettes. Et sur ce bonhomme en marron, des empreintes sont retrouvées, des empreintes qui sont celles d'une personne, d'une jeune fille, d'une ado, qui a disparu il y a plus d'un an. Enfin, il y a pas plus d'un an, il y a un an pile poil, et elle est présumée morte. Cette jeune fille qui a disparu et qui est présumée morte et pour laquelle on retrouve des empreintes un an plus tard, c'est la fille de la ministre des Affaires sociales, oui. Rosa Hartung. Rosa Hartung est ministre des Affaires sociales et la jeune fille qui a disparu un an auparavant est sa fille. Sa fille est donc présumée morte. Et le meurtre, là, se produit, le corps est retrouvé au moment où, un an plus tard, Rosa Hartung, qui avait été en arrêt pendant un an, reprend son poste au ministère. Je vais pas aller plus loin pour l'histoire et pour l'enquête en elle-même. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors déjà, les personnages, je les ai trouvés très intéressants. Ils ont un côté, alors notamment les enquêteurs, je vais parler là pour le coup des enquêteurs de Toulin et de S. Ce sont 2 enquêteurs qui sont très mystérieux. Ils ont tous les 2 un côté assez énigmatique et assez mystérieux au niveau de leur histoire de vie, de leur passé.
et en même temps un côté assez sensible, une sensibilité qui m'a plu et qui m'a beaucoup touchée. C'est des personnages qui sont pas lisses et ça j'ai apprécié. En dehors de ça, des personnages, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment bien faite, bien pensée, que tout s'articulait très bien, que c'était bien ficelé, bien amené, bien écrit. Comme je le disais avant, j'ai trouvé que c'était très très immersif. Alors, le fait est que Soren Sveistrup, c'est le scénariste de la série The Killing. Killing ou Kyling, je sais pas comment ça se dit, peu importe, on s'en fiche. Alors moi, je n'ai pas vu cette série, mais le fait qu'il soit scénariste et que donc il ait une façon d'écrire pour l'écran, ça aide à avoir une plume qui permet de vraiment plonger le lecteur en immersion. Et alors moi, le fait de l'avoir écouté, ce roman, je pense que ça accentue encore plus ce côté immersion. D'ailleurs, c'était pas forcément très futé de ma part parce que je l'ai écouté par moments le soir, notamment après des gardes aux urgences où je sortais le soir et j'étais dans la rue à 22h, dans des rues où il fait noir, et où j'écoute ça et où je suis un peu en panique en mode à me retourner toutes les 5 minutes pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit parce que voilà, parce que écouter un thriller le soir quand on est seul dans une rue sombre et où il se passe des choses, euh, voilà, bref, c'était pas forcément très futé. Mais voilà, et sinon, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est au-delà de l'enquête, la thématique, enfin une des thématiques en tout cas de ce roman, tout ce qui concerne justement ce côté, le côté défaillance du système social, qui peut parfois conduire à des choses dramatiques, à des enfants placés ou non, à qui il peut potentiellement arriver des choses pas très reluisantes, des choses douloureuses, des violences ou des maltraitances, ou en tout cas des choses qui vont à un moment donné laisser des traces, euh, laisser des traumatismes et qui vont inévitablement avoir des répercussions sur les adultes que ça va devenir. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. J'ai trouvé que la psychologie des personnages était intéressante. Voilà, je vais pas aller plus loin, si ce n'est que c'est un roman parfait pour la saison, parfait pour octobre, parfait pour novembre aussi. Euh, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, je vous parle de Mauvais joueur, un roman d'Amélie Antoine, collection hantée aux éditions Casterman. C'est un roman jeunesse que j'ai lu le jour d'Halloween. Ce qui se passe dans ce roman, on rencontre Selma. Selma est une jeune ado, une collégienne qui va se mettre en tête d'aller explorer un collège abandonné. Et puis elle va donc emmener sa copine Anouk pour visiter ce collège. Sauf qu'elle oublie une des règles fondamentales de l'urbex, à savoir ne jamais rien emporter avec soi et laisser voilà, laisser les choses sur place. Elle va avoir l'idée complètement con d'emmener quand même un souvenir et d'emmener en l'occurrence une bille de flipper qu'elle retrouve sur les lieux. Et il va se passer des choses assez étranges après dans sa vie, dans sa maison. Je veux pas aller plus loin au niveau de l'histoire parce que bon, le roman est quand même très court, hein, il fait une centaine de pages et c'est écrit gros. Clairement, je ne suis pas la cible. Hein, la cible, c'est vraiment la jeune génération. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, alors c'était intéressant de découvrir justement un ouvrage comme ça à destination des plus jeunes parce que je m'attendais pas à ce que Amélie Antoine finisse le roman comme elle l'a terminé. C'est-à-dire que je me suis dit, quand même, la fin, je m'attendais pas à cette fin-là en fait. Et je me suis dit qu'elle n'épargnait pas son lectorat. Alors,
non seulement elle épargne pas ses lecteurs, ses grands lecteurs dans ses romans adultes, mais elle épargne pas non plus les plus jeunes dans ce roman-là et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors après, clairement, voilà, c'est un roman jeunesse, donc j'étais pas la cible et j'ai trouvé ça facile, mais c'est normal, c'est facile évidemment puisque je n'étais pas le public visé. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que j'aurais aimé lire ce genre d'histoire. L'enfant que j'ai été aurait apprécié lire ce genre d'histoire. Et c'était une lecture absolument parfaite pour Halloween. Je ne peux que vous recommander si vous avez des enfants, bon des enfants, pas des enfants de 5 ans, hein, on s'entend, enfin un enfant de 5 ans ne lit pas de toute façon, mais parce que oui, il y a le degré en fait de niveau de peur de l'histoire, elle est 2 sur 3. Voilà, en tout cas c'était assez intéressant et j'ai trouvé assez remarquable la façon dont Amélie Antoine elle est un peu caméléon comme ça, parce que non seulement elle écrit de la littérature blanche, elle écrit des polars et puis elle écrit du jeunesse quoi. Et faut être quand même, enfin, je trouve ça, je suis en admiration devant ça, devant ceux qui sont capables, voilà, d'être un peu un auteur caméléon comme ça. Ça me fascine. Je vous laisse un petit moment, je reviens tout à l'heure pour vous parler de 2-3 autres ouvrages que j'ai découverts et que j'ai beaucoup aimés. Je reviens notamment avec un paquet à ouvrir et après j'enchaîne. Alors, je veux mourir, mais je mangerai bien du Tteokbokki. Tteokbokki. Conversation avec ma psy de Bac CE. CI, CE, vraiment je ne sais rien dire de tout ça. Le Duc, édition Le Duc. Ah oui, forcément c'est des mots coréens, donc bon voilà. Hein. La psychiatre. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Moi. Eh bien, je pense que je suis légèrement déprimée. Est-ce que je dois vous donner plus de détails? Beck, Beck, gère les réseaux sociaux d'une maison d'édition lorsqu'elle commence à consulter une psychiatre. Constamment anxieuse, doutant d'elle-même, elle est aussi très critique envers les autres. Beck cache bien ses sentiments au travail et à ses amis. Elle est habile à donner le change, son style de vie l'exige. L'effort est épuisant, écrasant et l'empêche de nouer des relations profondes. Cela ne peut pas être normal. Mais si elle est désespérée à ce point, pourquoi éprouve-t-elle encore l'envie de déguster du tteokbokki, sa street food préférée? Est-ce comme ça la vie? Je ne sais absolument pas ce qu'est du tteokbokki. Et donc l'autrice, c'est alors a étudié l'écriture créative à l'université avant de travailler durant 5 ans dans une maison d'édition. Pendant 10 ans, elle a été suivie pour dysthymie. Ce trouble est devenu le sujet de ses premiers essais, puis de ce livre. Ben ça a l'air d'être ouais, des conversations avec sa psy, quoi. Ça peut être assez sympa. Ça peut être très sympa. Bon bah super. Il fait combien de pages? 235 pages, en sachant que c'est des pages... Enfin, ça se lit vite. Hein. Trop cool. Bon, je vais essayer de lui faire une place le mois prochain. Je vais maintenant vous parler de Coquelicot. Coquelicot, c'est le dernier roman graphique sorti par Fanny Vella aux éditions Le Duc Graphique. Alors les éditions Le Duc Graphique, voilà, c'est plus un secret, j'adore leur parution et ce roman graphique-là ne déroge pas à la règle. Alors c'est un roman graphique dans lequel il est question d'Émilie, alors ça met en scène Émilie, à différentes étapes de sa vie, de l'apparition des premières règles jusqu'à la maternité, et ça met en avant des moments phares de sa vie de femme. C'est un roman graphique qui est très bien fait, qui aborde des thématiques très importantes et très profondes.
pas toujours très gai, parce qu'il est question de vaginisme, il est question de viol, il est question de harcèlement, mais pas que. C'est aussi un roman sur l'estime de soi, sur l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps qui change, qui évolue au fil des années, l'acceptation de ses émotions, la gestion de ses émotions qui sont pas toujours évidentes à contrôler. Coquelicot fait référence notamment à cette jeune fille qui rougit dès qu'on lui parle, dès qu'on aborde certains sujets ou dès qu'on juste lui fait des réflexions. C'est un roman qui parle de sexualité, qui aborde la sexualité sans tabou, et j'ai trouvé ça très bien fait. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la façon dont Fanny Vella dit, sans le dire, mais le dit quand même, à quel point la relation avec certains médecins est importante, à quel point certains médecins, certaines rencontres avec des spécialistes peuvent laisser des marques des fois, laisser des traces. Bref, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un roman graphique tout en sensibilité. Je trouve que les illustrations sont très bien réalisées et qu'elles servent le propos à merveille. Je vais vous montrer vite fait, comme ça, quelques planches. C'est voilà, c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé féministe, engagé, poignant et intense, et les thématiques abordées sont super chouettes. C'est très bien fait, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Je regarde s'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire, mais le rapport à son corps, quoi, le rapport à son corps de la puberté à la maternité, bref, super, j'ai adoré. L'Enclave de Nicolas Druard. Cet auteur, je ne l'avais encore jamais lu. Je l'ai croisé tout récemment au Festival Sans Nom et je le revois là tout bientôt. Le week-end prochain, je le retrouve à Brive et j'avais très envie de pouvoir lire un de ses romans avant Brive pour pouvoir en parler de vive voix, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis quand même rendu compte que j'étais très frustrée parce que ça m'arrivait souvent de me pointer devant un auteur et de dire bon voilà, je ne vous ai pas encore lu mais j'aimerais beaucoup vous découvrir. Oui, mais bon, j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de les lire, ces auteurs que je vais voir comme ça et dont j'achète des romans. Je privilégie toujours mes services presse à mes lectures perso, et c'est vrai que c'est assez frustrant en fait de pas avoir de temps, de pas se dégager de temps pour ces lectures perso et pour lire les auteurs que j'ai très très envie de découvrir, et Nicolas Druard en fait partie parce que je n'ai jamais reçu de service presse de cet auteur. Et j'ai plusieurs romans de lui dans ma palle. Il y avait voilà notamment L'Enclave. J'en ai encore un autre là qui m'attend. Parce que ce sont des romans que j'ai achetés, parce que j'avais très envie de le lire, mais je n'arrivais pas à me dégager du temps, c'était très compliqué. Et là, Magda m'a dit, ben pour Halloween, je vais lire L'Enclave. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, banco, je me cale sur toi, on se fait une lecture commune, et comme ça, j'aurais lu un roman de Nicolas Druard avant Brive, et waouh, quelle découverte. Ce roman est incroyable, et alors ça a été une lecture absolument parfaite pour Halloween. L'Enclave, donc Nicolas Druard nous emmène en Aveyron, dans un coin complètement paumé de l'Aveyron, où on va rencontrer entre autres Vanessa qui est AMP, et qui, avec Simon qui est infirmier, emmène un groupe de jeunes adultes, ados, ado plus plus on va dire. Il les emmène en Aveyron pour un petit séjour de quelques jours où ils vont pouvoir faire des activités sportives, etc. À savoir que ce groupe d'ados, ce sont des jeunes qui ont un handicap. Voilà. Il y a plusieurs handicaps, il y en a notamment un ou deux qui ont une trisomie 21. Voilà. En parallèle de ça, on va aussi suivre Stan qui est adjudant-chef, et qui va être mis sur une affaire, une enquête de disparition, parce qu'il y aura 2 disparitions inquiétantes à proximité de l'Enclave. Pour faire court, l'Enclave, c'est
une zone pour laquelle on dit beaucoup de choses, mais dont on ne sait pas grand-chose. Beaucoup de choses sont dites sur l'enclave, il y a beaucoup de mythes et de légendes et de rumeurs et de cancans au sujet de l'enclave. Mais alors ce qui s'y passe vraiment dans cette enclave, bon, bah personne ne sait réellement, du moins on se tait à ce sujet-là. En tout cas, il est question d'une créature mystérieuse, pas très ragoûtante et pas très sympathique qui y vit. Légende ou pas, mystère. Je ne vais absolument rien dire de plus sur l'intrigue, sur ce qui se passe dans ce livre. Ce que je peux dire en revanche, c'est que ce roman est incroyable, que le rythme, waouh, c'est prenant. Je n'ai pas réussi à le lâcher. Les pages s'enchaînent, c'est hyper addictif. L'ambiance, mon Dieu, l'ambiance, l'atmosphère de ce roman, c'est une atmosphère très lourde, très pesante et très très anxiogène. Mais ça rend le truc hyper addictif. Je le lisais, j'étais là, waouh, mais purée, comment il arrive à mettre une ambiance comme ça. J'en avais mal au ventre, je me rongeais les ongles, il n'y a plus rien. Il y avait déjà plus rien, mais alors là c'est pire. Donc l'ambiance est géniale, j'ai adoré. Le rythme est génial, hyper prenant, franchement c'est intense, génial. Et alors à partir d'un certain moment, à partir d'un certain chapitre, il y a une espèce de renversement où on passe de tout un roman qui est rempli de violence, qui est rempli de scènes atroces, genre vraiment violentes quoi, vraiment avec des scènes qui te laissent la bouche ouverte, à un truc d'une beauté et d'une sensibilité désarmante qui m'ont tiré les larmes. Bref, ce roman, c'est un mélange d'horreur et de beauté. Incroyable. J'ai adoré, j'ai tout aimé. Du début à la fin, je n'ai pas réussi à le lâcher. Je peux rien dire de plus que ça en fait. Juste, j'ai hâte de pouvoir lire de nouveau Nicolas Druard. J'ai hâte de découvrir une autre voilà, une autre facette de lui à travers un autre ouvrage. Mais en tout cas, ce roman, incroyable. Ce roman est incroyable. Vraiment. Ça a été un gros coup de cœur. Un vrai gros coup de cœur. Mais je sais pas si c'est le roman qui est un gros coup de cœur ou si c'est la découverte de cet auteur. Le roman est génial et ouais, je vous dirai, je confirmerai ou pas le coup de cœur lors de ma prochaine lecture de cet auteur. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis c'était très sympa de pouvoir vivre cette lecture avec Magda, où on s'envoyait de temps en temps des petits messages pour dire où on en était et nos émotions, nos ressentis du moment. J'ai trouvé ça hyper chouette. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce roman qui est époustouflant. Je vais terminer en vous parlant de ce roman Les Sept Maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, publié aux éditions Hauteville. Cette autrice, je l'ai déjà lue, c'était Les Sirènes de Malibu que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et ce roman-ci, c'est Coralie du compte Lily's Reading qui m'a demandé de le lire parce qu'en fait, cette année, j'ai réalisé le challenge 12 mois, 12 livres. J'avais donc demandé à 12 personnes, 12 potes Booksta de me choisir un roman et Coralie avait choisi celui-ci pour moi. Donc je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas en fait, je savais pas tellement à quoi m'attendre, j'avoue. Mais j'ai trouvé que c'était super. Grosso modo, Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, c'est une célébrité, une légende du cinéma, une grande actrice. Et elle est sur la fin de sa vie, hein, elle a 80 ans, et elle va demander à Monique, qui est une jeune journaliste, de venir pour écrire une biographie. Ouais,
une autobiographie dans lequel elle racontera sa vie, mais dans laquelle elle racontera la vérité, donc laquelle elle se racontera vraiment, dans laquelle elle se mettra à nu. Et donc Monique Grant, qui n'est pas connue, qui est une petite journaliste qui bosse dans un journal comme ça, mais qui n'est vraiment pas connue, ne comprend pas tellement pourquoi elle, parce qu'elle n'a évidemment bien sûr pas été choisie au hasard, mais Evelyn Hugo lui assure qu'elle saura tout et qu'elle comprendra tout à la fin, une fois que l'histoire sera racontée. Et donc voilà, Monique va recueillir les confidences d'Evelyn Hugo, elle va recueillir la vérité, et essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ces 7 unions, de ces 7 mariages, savoir pourquoi, comment, dans quelles circonstances elle s'est mariée à ces hommes. Et puis, voilà, ce qui est très intéressant, c'est que on va pouvoir détisser un peu le toile de la vie d'Evelyn Hugo, et par la même occasion, on découvre un peu l'envers du décor. Il est beaucoup question de soif de pouvoir, de soif d'argent, de soif de notoriété, de manigance, de mensonges, de trahison, mais aussi d'amitié et d'amour. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Ouais, je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus sur ce roman, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que la construction du roman est très intéressante, très bien faite. J'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage qui est loin d'être parfait, mais qui est attachant tout en ayant des côtés détestables. Evelyn Hugo est une grande manipulatrice, mais elle a conscience de l'être. Elle en joue, elle en surjoue, et c'est un personnage très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment captivant, et je pense que ça a un côté très réaliste en fait. Euh, voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir. Alors, découvrir ce roman, oui, mais pas que. Découvrir l'autrice Taylor Jenkins Reid. Les Sirènes de Malibu, c'est un roman extraordinaire, et j'ai très très envie de découvrir le roman sur Daisy Jones, dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'était c'était mon petit retour sur ce roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et sur ce, je vais vous abandonner. Alors, il y a un roman dont je ne vous ai pas encore parlé, que j'ai lu, c'est celui-ci. Rien ne dure vraiment longtemps. Je l'ai lu hier. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Euh, parce que là, il faut vraiment que j'y aille. Je suis très en retard. Mais je vous parlerai de ce roman. Je vous parlerai également du roman de Noël de Karen Pont que j'ai terminé cette nuit. Et voilà, donc il y a ces 2 romans-là dont il faudra que je vous parle la semaine prochaine. Je pensais avoir le temps aujourd'hui, mais malheureusement non. Mais c'est pas grave, ça n'est que partie remise. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine. Et la semaine prochaine, non seulement je vous parlerai de ces 2 romans-là, mais je vous emmènerai avec moi à Paris et à Brive, car me voilà en congé. Je suis en repos pour une semaine. Je pars en milieu de semaine à Paris pour aller flâner. Et puis j'ai un petit programme assez sympa, et puis aussi de la place pour l'imprévu, parce que c'est bien d'improviser aussi. Et puis après je pars à Brive et je retrouve des copines, notamment Sophie, que j'ai pas vue depuis, oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas vu Sophie. Bref, et puis je vais retrouver Clarine aussi. Alors pareil, Clarine, j'ai l'impression que ça me fait une éternité que je l'ai pas vue. Heureusement qu'on s'appelle de temps en temps. Et puis je pars avec Lily, Violette. Et puis Claire. Et voilà, et on va se retrouver et se faire un week-end à Brive pour la foire du livre. Il me tarde, ça va être trop trop chouette de retrouver cette team. Ça va être... Oh, j'ai trop hâte. Voilà, donc je vous emmènerai avec moi lors de ma virée parisienne et Brive, je sais pas comment on appelle ceux qui Brive.
brivois, les brivois, les briviens, Bref, voilà. Si vous avez la réponse à ma question, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, qui vous sont chers, et puis à la semaine prochaine.